Ma mère m'a giflé devant 60 invités, a hurlé, sors de ma maison. Et a oublié que c'était moi qui payais le prêt immobilier. Alors, j'ai passé un coup de téléphone et je l'ai laissé le découvrir un vendredi. La main de ma mère a frappé ma joue si fort que le quatuor à cordes a manqué une note. C'est le détail qui me revient sans cesse. Pas la douleur, la pause, l'archet du violoncelliste bégayant en milieu de phrase, une seule fausse note suspendue dans l'air chaud de juin comme une question à laquelle personne ne voulait répondre. Puis le silence, le genre de silence qui a un poids. 60 personnes se tenaient sur cette pelouse soignée. Des flûtes de champagne figées en l'air. La conversation morte. Même la fontaine, celle en marbre qu'elle avait fait installer l'année après la mort de mon père. Celle qui devait continuer de couler parce qu'une fontaine sèche dit tout aux gens. Même elle semblait retenir son souffle. Ma paume s'est posée sur ma joue par instinct. J'ai senti la chaleur avant de sentir quoi que ce soit d'autre. Ma mère se tenait à environ 1 mètre de moi dans une robe de créateur en verre de mer coûtant 4600 $. Une robe que j'avais payée à son insu, acheminée par un personnel shopper qu'elle pensait avoir été engagé par la succession de mon père. Elle tremblait, non pas de remords, mais de fureur. Parce que 60 personnes la regardaient. Parce que quelque chose avait mal tourné à sa fête parfaite. Parce que j'avais, en existant au mauvais moment près de la mauvaise personne, nui à son image devant le seul public qui lui est jamais vraiment importé. Sors, a-t-elle dit. Sa voix est devenue basse comme elle le faisait toujours quand elle était sérieuse. Puis plus forte, tranchante et claire à travers la pelouse, pour que chaque personne avec une flûte de champagne puisse l'entendre. Sors de ma maison. Je l'ai regardé pendant exactement 3 secondes. J'ai compté. Puis j'ai baissé ma main, redressé mes épaules et je suis passé devant la fontaine, devant les citronniers qu'elle avait plantés quand j'avais 9 ans, devant le barman qui fixait très attentivement le verre qu'il polissait. Devant 60 personnes qui ont détourné le regard une par une à mon approche, comme si j'étais la chose embarrassante et non la femme en soie de verre de mer qui venait de frapper sa fille adulte devant un quatuor à cordes. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. Je suis monté dans ma voiture, je me suis assise sur le siège du conducteur pendant 90 secondes, moteur éteint, puis j'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai commencé à passer des appels téléphoniques. Laissez-moi revenir en arrière. Parce que pour que cela ait l'impact nécessaire, vous devez comprendre à quoi ressemble 7 ans quand vous les avez passés à maintenir la vie de quelqu'un d'autre à bout de bras. Mon père, Gerald Whitmore, est mort un jeudi matin en octobre. Il est parti tranquillement. Un événement cardiaque, sans avertissement, parti avant l'arrivée des ambulanciers. J'avais 31 ans et j'étais au milieu d'une conférence téléphonique quand ma mère a appelé sur mon portable. Je me suis excusé de l'appel, je suis allé dans une cabine de toilette et j'ai laissé mon père être mort pendant environ 4 minutes. Puis je me suis séché le visage, je suis retourné dans la salle de conférence et j'ai terminé la réunion parce que c'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été. Mon père avait été prudent avec l'argent toute sa vie. Il était ingénieur, un homme méthodique et patient qui croyait que la sécurité était quelque chose que l'on construisait lentement et tranquillement. Il a laissé une succession modeste, une police d'assurance vie entièrement payée, une épargne retraite, une maison avec encore 11 ans d'hypothèque. Ce qu'il n'a pas laissé, c'était assez pour maintenir le style de vie auquel ma mère croyait avoir droit. Evelyn Whitmore avait grandi avec de l'argent, épousé l'argent et fonctionnait sur l'hypothèse tacite que l'argent était simplement l'atmosphère naturelle de son existence, comme l'oxygène, comme la gravité, quelque chose qui était simplement là. Elle n'avait jamais fait ses comptes, jamais ouvert un relevé bancaire. Mon père avait tout géré. Et quand il est mort, elle m'a regardé comme on regarde un radeau de sauvetage. J'étais son unique enfant. J'étais analyste financière senior chez Langford Capital, une entreprise que la plupart des gens de notre ville reconnaissaient à son bâtiment. Je gagnais bien ma vie. J'avais des économies. Je n'avais pas de dette. Et j'ai pris une décision dans ces premières semaines horribles après les funérailles de mon père que j'ai passé 7 ans à regretter silencieusement et à refuser obstinément d'annuler. J'ai décidé qu'elle ne perdrait rien. Ni la maison, ni les adhésions au club, ni la fontaine en marbre, ni la voiture, ni le personnel, ni les dîners et les robes et l'architecture sociale qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à construire. Elle ne perdrait pas cette vie parce que cela l'aurait brisée. Et c'était ma mère. Et mon père aurait voulu, eh bien, peu importe ce que mon père aurait voulu. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert 3 comptes.
J'ai mis en place des virements automatiques. J'ai appelé sa société de prêt immobilier et j'ai mis en place un prélèvement automatique depuis un compte qu'il ne relierait jamais à son nom. Je réglais les cotisations du country club tous les trimestres. La location de la voiture tous les mois. 2 cartes de crédit que je surveillais mais que je maintenais à jour. Un compte pour la maison pour le personnel. La femme de ménage. Le jardinier. Le contrat de service et d'entretien de la fontaine en marbre. Je n'ai rien dit à personne. Ma mère n'a jamais demandé. Je pense qu'elle croyait sincèrement à un certain niveau que la succession gérait les choses. Que Gérald avait été plus prudent que quiconque ne le savait. Que son amour pour elle avait été structuré dans des comptes qu'elle n'avait pas besoin de comprendre. Elle n'était pas stupide. Evelyn Whitmore est l'une des stratèges sociales les plus perspicaces que j'ai jamais observées. Mais on ne lui avait jamais, pas une seule fois en 64 ans, demandé de comprendre l'argent. Alors elle ne le comprenait pas. Elle le dépensait. Elle ne remerciait personne. Elle laissait la fontaine couler. Au moment de la garden party, 7 ans, 3 mois et 11 jours après la mort de mon père, j'avais payé $812 000 de mon propre argent pour maintenir le monde d'Evelyn Whitmore exactement comme elle l'avait toujours connu. Elle n'avait jamais dit merci parce qu'elle ne savait pas. La garden party était pour le comité de planification du gala de la Fondation Harrington. 30 membres plus leurs conjoints, une réception avec traiteur, des amuse-gueules, un bar ouvert, un quatuor à cordes, et ma mère l'avait organisé parce qu'elle l'avait organisé chaque année depuis une décennie et parce qu'être la femme qui l'organisait était, dans son esprit, une qualification professionnelle plus importante que n'importe quel diplôme. J'avais été invité. Je suis venu. J'ai porté quelque chose d'acceptable, je me suis tenu près de la fontaine et j'ai souri aux bonnes personnes. Je ne sais pas ce qui l'a déclenché. J'ai essayé de reconstituer la séquence et je n'y arrive pas. Je sais que je parlais avec Ava Moreno, la directrice du service traiteur, une femme chaleureuse et efficace dans la quarantaine qui dirigeait une entreprise appelée Moreno Events et qui, à ma connaissance, faisait un travail impeccable. Je sais que ma mère est apparue à mon coude. Je sais qu'elle a dit de cette voix cassante qu'elle réservait au moment de surveillance sociale, en pleine conversation avec le personnel. Je me suis retourné pour la regarder. J'ai dit quelque chose. Je ne me souviens pas exactement quoi, quelque chose de raisonnable, quelque chose qui aurait été perçu différemment un autre jour avec une autre personne. Peut-être ai-je dit qu'Ava n'était pas du personnel. Quelle était la raison pour laquelle la fête se déroulait sans accroc? Peut-être l'ai-je dit d'un ton un peu trop neutre. Peut-être était-ce simplement que je l'ai dit devant des gens et que sa main est partie. 60 personnes, le quatuor à cordes, le champagne, la fontaine, la note qu'ils ont manquée. Ce lundi matin-là, je suis arrivé à mon bureau à 7h45. J'ai fait du café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai examiné 3 rapports. À 9h03, j'ai appelé Jonathan Hay, mon banquier privé chez Caldwell Trust. Jonathan gérait mes comptes personnels depuis 11 ans. Il a 47 ans, il est méthodique, profondément imperturbable, et la seule personne en dehors d'un expert comptable judiciaire qui connaissait toute l'étendue de ce que je faisais. Jonathan, ai-je dit, je dois tout annuler. Une pause. Tout, c'est-à-dire chaque compte lié à Evelyn Whitmore. Le prêt immobilier, le prélèvement automatique, le country club, la location de la voiture, les 2 cartes de crédit, le compte de la maison. Une autre pause, plus longue. Claire. Il a utilisé mon nom avec précaution, comme il le faisait quand il était sur le point de dire quelque chose auquel il avait déjà bien réfléchi. Vous voulez traiter tout cela aujourd'hui? Aujourd'hui? Le paiement de l'hypothèque a lieu le vendredi. Si nous retirons le prélèvement automatique maintenant, ils manqueront le paiement de ce mois-ci. Oui. J'ai pris une gorgée de café. Il avait un peu refroidi. C'est exact. Il est resté silencieux pendant 3 secondes de plus, puis... La totalité? Chaque compte connecté à Evelyn Whitmore. Il a traité les instructions pendant que j'étais au téléphone. Cela a pris 11 minutes. Quand ce fut terminé, il m'a envoyé un courriel de confirmation à 9h22 avec un résumé des 12 comptes qui avaient été fermés, modifiés ou signalés pour résiliation. 12. Je ne les avais pas comptés avant ce moment. 12 lignes de vie financière distinctes fonctionnant invisiblement depuis 7 ans, et elle avait marché à travers elles chaque jour sans regarder en bas.
Le vendredi, la voiture était partie. Elle m'a laissé un message vocal. Sa voix faisait quelque chose que je ne lui avais entendu faire que 2 fois auparavant. Un tremblement contrôlé, comme si elle tenait quelque chose de très lourd à bout de bras. Ils sont venus la prendre, Claire. Ils sont venus. Ils l'ont prise dans l'allée. Un souffle. Les voisins ont vu. Je l'ai écoutée une fois. Puis je me suis habillé et je suis allé travailler. Son avocat s'est présenté un mardi, à 10 heures du matin, sans préavis, ce qui m'a tout dit sur à quel point elle était réellement déstabilisée. Parce qu'Evelyn Whitmore aurait préféré mourir plutôt que d'apparaître à l'improviste. Il s'appelait Arnold Price, 62 ans, cheveux argentés, costume bleu marine avec une pochette qui n'était assortie à rien accidentellement. Il pratiquait le droit des successions dans cette ville depuis 30 ans et il se comportait comme quelqu'un qui avait gagné suffisamment de batailles silencieuses pour ne plus avoir besoin de les annoncer. Il avait un dossier en cuir. Il l'a posé sur la table de ma salle de conférence sans l'ouvrir. Votre mère, a-t-il dit, pense qu'il y a peut-être eu des irrégularités dans la gestion de la succession de votre défunt père. Je l'ai regardé. Elle croit, a-t-il poursuivi, avec le rythme très délibéré d'un homme choisissant ses mots comme un chirurgien choisit ses instruments, que des fonds qui auraient dû être administrés par la succession ont été détournés. Détournés, ai-je répété. Retenu à son détriment en tant que conjointe survivante, Monsieur Price. Et dit son nom doucement. La succession de mon père a été entièrement réglée 14 mois après son décès. Ma mère a reçu tout ce à quoi elle avait légalement droit au terme de son testament et des lois de l'État applicables. J'ai des copies de chaque document signé et déposé si vous souhaitez les examiner. Son expression n'a pas changé. Il y a une question de fond continue. Oui. J'ai pris un classeur sous la table de conférence et je l'ai posé sur la surface. Couverture noire, dos de 5 cm, section avec des onglets, chacun étiqueté avec une année. Il y en a. Je l'ai fait glisser sur la table. Il l'a ouvert. La première section était 2017. Relevé mensuel, virement détaillé, paiement de l'hypothèque, cotisation du country club, prélèvement pour la location de la voiture, règlement de carte de crédit, contrat de service. Il a tourné une page. Il en a tourné une autre. J'ai regardé ses yeux parcourir les colonnes. Il faisait cela depuis 30 ans, et les hommes comme lui ne montrent pas la surprise. On les a entraînés à ne pas le faire, comme on entraîne les chirurgiens à ne pas tressaillir, mais quelque chose a changé dans l'architecture de sa posture. Subtil, un ajustement d'un demi-centimètre dans les épaules. Il est revenu 2 pages en arrière, puis a avancé à nouveau, puis est revenu en arrière. Ces paiements, a-t-il dit, et sa voix était plus lente maintenant. De la façon dont la parole ralentit quand le cerveau travaille dur derrière. Tout depuis vos comptes personnels. Oui. Elle n'avait aucun droit légal sur ces fonds? Aucun. Y avait-il un accord écrit entre vous et votre mère? Une reconnaissance de dette, un accord de prêt, une documentation de don? Non. Il a regardé le classeur. Il l'a refermé à moitié. Il l'a rouvert. Le geste d'un homme espérant que les chiffres pourraient se réarranger en quelque chose de plus utile pour sa cliente. Ils ne se sont pas réarrangés. Il l'a fermé complètement, a posé ses mains à plat sur la couverture. Je vois, a-t-il dit. La pièce était silencieuse, à l'exception du système de ventilation et du faible bruit de l'assistante de quelqu'un tapant dans le couloir. Monsieur Price, ai-je dit. Ma mère m'a hurlé de quitter sa maison devant 60 témoins un samedi après-midi. La maison dont je paie l'hypothèque depuis 7 ans. J'aimerais que vous lui rapportiez ce classeur et que vous lui expliquiez soigneusement ce que signifie le mot bénéficiaire par rapport à la phrase « Ma fille payait pour cela au point ». Il a pris le classeur. Il l'a rangé dans son dossier en cuir. Il l'a refermé d'un coup sec. Il a fait glisser sa carte sur la table, papier cartonné crème gravé, et s'est levé. Je vous recontacterai, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Brève pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. J'étais toujours assise à cette table de conférence, mangeant un sandwich que j'avais commandé et que je n'avais pas touché depuis 1 heure, quand mon portable a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce Claire Whitmore?
Une voix de femme, chaleureuse, légèrement prudente. Oui. C'est Ava Moreno, de samedi. Je voulais dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé. Personne ne devrait être traité de cette façon. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre mesurer ce qui allait suivre. Et j'ai aussi pensé que vous devriez savoir que votre mère a refusé de payer notre facture. Mon sandwich est resté sur la table, intact. Elle dit que notre personnel a causé une perturbation, a poursuivi Ava, que l'incident a été, selon ses propres termes, provoqué par le placement de notre équipe près de la famille pendant l'événement en point. J'ai posé le stylo que je tenais. Madame Whitmore, a dit Ava prudemment. Nous avions une caméra d'installation positionnée près de la fontaine. Cela fait partie de notre procédure standard. Nous l'utilisons pour documenter la disposition pour l'examen post-événement. Elle n'était pas destinée à capturer quoi que ce soit de personnel. Je savais déjà ce qui allait arriver. Je l'ai senti s'installer dans ma poitrine comme une pierre tombant dans l'eau froide. Elle a tout capturé, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux. Arnold Price n'avait pas encore quitté le bâtiment. Je pouvais le voir à travers la paroi vitrée de la salle de conférence, parlant avec mon assistante. Récupérant son manteau. Mademoiselle Moreno, ai-je dit. Pouvez-vous m'envoyer cet enregistrement? Oui. Je voulais d'abord demander. Envoyez-le-moi. J'étais déjà debout, me dirigeant vers la porte. Et j'ai besoin que vous en envoyiez une copie à une deuxième adresse. Son nom est Arnold Price. C'est un avocat. J'ai poussé la porte. Monsieur Price. Il s'est retourné. Son manteau était à moitié enfilé. Son expression était le neutre professionnel d'un homme qui a vu beaucoup de choses étranges et les classe toutes. J'ai besoin de votre adresse courriel, ai-je dit. Vous êtes sur le point de recevoir quelque chose que vous devriez voir avant de conseiller davantage votre cliente. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a replongé la main dans le dossier en cuir et a sorti une deuxième carte. Celle-ci avec un courriel manuscrit au dos. Il l'a tendue. Je l'ai prise. J'ai lu l'adresse à haute voix à Ava. Toujours en ligne. Vous êtes sûr, a-t-elle dit. Envoyez-le, ai-je dit, à nous deux. Ce soir. Le fichier est arrivé à 18h47. Vidéo MP4, grand angle. L'horodatage de la documentation d'installation de Moreno Events dans le coin inférieur droit. Je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et un verre d'eau que je n'ai pas bu. Et j'ai appuyé sur lecture. Pas de son pendant les premières secondes. Juste la pelouse, la fontaine, les tentes blanches immaculées, les invités en robe d'été et blazer en lin se disposant sur le verre. La fontaine captait la lumière de l'après-midi et la brisait en petits morceaux. Ma mère se déplaçait dans le cadre dans sa robe de vert de mer, travaillant la foule comme elle travaillait toujours une foule, gracieuse, délibérée, contrôlée. Puis l'audio s'est synchronisé. Sa voix était plus claire que ce à quoi je m'attendais, plus tranchante. La caméra était positionnée plus près de la fontaine que je ne l'avais réalisé, et elle se tenait directement dans sa ligne de mire. En pleine conversation avec le personnel. Je me suis regardé me retourner. J'ai regardé mon propre visage, expression ouverte, pas en colère, juste sincèrement surprise. Je me suis regardé dire quelque chose à la caméra. C'était bref, 3 ou 4 secondes. Puis sa main a bougé. La gifle sonnait différemment en vidéo. Plus petite en quelque sorte, plus nette. La façon dont quelque chose sonne quand l'espace environnant supprime toute la douceur. Pas de bruit ambiant pour l'absorber. Juste le claquement de sa paume contre ma joue et puis brièvement, l'archet du violoncelliste, bégayant. J'ai regardé 60 personnes cesser de bouger. Je me suis regardé presser ma paume sur mon visage. J'ai regardé l'expression de ma mère. Et c'est la chose que je n'avais pas vue sur le moment parce que j'étais trop près. J'ai regardé son visage dans la demi-seconde qui a suivi. Il n'y avait pas d'horreur, pas de contraction immédiate des traits qui signalent une personne qui s'est surprise elle-même. Il y avait autre chose, un resserrement. Le visage de quelqu'un qui se recalibre parce qu'un résultat n'a pas été celui escompté. Elle m'avait frappé parce qu'elle s'attendait à ce que je m'effondre et je ne l'avais pas fait, et cela a empiré les choses.
Puis je me suis regardé passer devant la fontaine, devant les arbres, devant le barman, devant 60 personnes qui ont détourné le regard à mon approche. J'avais pensé, dans les premiers jours après samedi, que j'avais eu l'air faible dans cette vidéo, diminué. Une femme qui avait été frappée et qui était simplement partie. Mais en la regardant à nouveau dans ma cuisine, seul avec mon verre d'eau et mon ordinateur portable intact et 7 ans de dossiers financiers dans un classeur que j'avais construit page par page, j'ai vu quelque chose de différent. Je n'avais pas l'air faible. J'avais l'air d'en avoir fini. Il y a une différence. La plupart des gens n'en ont jamais assez fini pour savoir à quoi cela ressemble. Ça a l'air calme. Ça a l'air d'un dos droit. Ça ressemble exactement à quelqu'un qui a déjà pris toutes les décisions qui devaient être prises et qui est maintenant simplement en train de les mettre en œuvre. Je me suis regardé sortir du cadre. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Arnold Price a envoyé son courriel le lendemain matin à 8h14. Pas de papier à en-tête, pas de salutation formelle, juste son compte de messagerie personnelle et 2 paragraphes. Madame Whitmore, après avoir examiné la documentation fournie lors de notre réunion ainsi que la documentation vidéo reçue hier soir, je dois vous informer qu'il n'existe aucune base légale pour des réclamations continues contre vos comptes, actifs ou décisions successorales. J'ai communiqué cela à ma cliente. J'ai également conseillé à Madame Whitmore de régler toutes les factures de fournisseurs impayés dans les plus brefs délais. En dessous, dans une police différente, scannée, non tapée, une seule ligne manuscrite. Je suis désolé pour votre temps. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré. La société de prêt immobilier, le bureau des adhésions du Country Club, le concessionnaire automobile, chaque institution qui m'avait appelé au fil des ans, pas souvent, mais occasionnellement, quand un paiement était sur le point d'être en retard. Chaque numéro que j'avais appelé au moins une fois en 7 ans en son nom. Il méritait de le voir. Il méritait de savoir qui avait réellement été dans la pièce. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un journaliste nommé David Shaw du journal économique local de la ville. Il écrivait un article sur une série de litiges de facturation chez des traiteurs haut de gamme, des fournisseurs non payés par des organisateurs d'événements qui accusaient le personnel de perturbation pour éviter de payer les factures. Ava Moreno lui avait parlé. Il avait la vidéo. Il m'a demandé si je voulais commenter. J'y ai réfléchi un moment. Oui, ai-je dit. Une chose. Laquelle? La maison où la fête a eu lieu. Imprimer l'adresse. Il a fait une pause. Pourquoi? Parce qu'elle l'a acheté de la succession de mon père et que j'ai payé l'hypothèque pendant 7 ans et que les registres de propriété de la ville sont publics. J'ai laissé cela en suspens. Les gens de ce quartier connaissent cette maison. Ils la connaissent. Je pense qu'ils trouveraient le contexte intéressant. David Shaw a publié l'article 11 jours plus tard. Il était accompagné d'une photographie, un arrêt sur image de la vidéo d'installation d'Ava, recadré pour ne montrer que les conséquences. 60 invités immobiles, flûte de champagne suspendue, et le visage de ma mère dans cette demi-seconde après la gifle, affichant une expression que la légende décrivait comme une colère apparente. Le Country Club a reçu 17 plaintes concernant son adhésion. La semaine suivante, on lui a demandé, dans le langage prudent et diplomatique que ces institutions réservent aux requêtes qu'elles ne peuvent légalement exiger, de prendre un congé volontaire du comité de planification du gala pour permettre à la situation de se calmer. Elle ne m'a pas appelé. Je ne l'ai pas appelé. La fontaine de la maison sur Alderton Lane a cessé de couler 2 mois après la fête. Le contrat de service était à mon nom. Quand je l'ai annulé, l'entretien a cessé. Je ne sais pas combien de temps elle est restée sèche avant qu'elle ne le remarque. Je ne sais pas qui elle a appelé. Je ne sais pas si elle s'est tenue devant et a compris, dans une partie d'elle-même à laquelle elle n'avait jamais eu à accéder auparavant, exactement ce qu'une fontaine sèche dit aux gens. Je n'ai pas demandé. Je veux être prudente ici parce que je sais comment ce genre d'histoire est censé se terminer. Le méchant perd tout. Le protagoniste s'élève. Une sorte de symétrie poétique boucle la boucle et vous vous couchez satisfait. Voici ce qui s'est réellement passé. Ma mère a 64 ans. Elle vend la maison sur Alderton Lane. Elle a été mise en vente il y a 6 semaines et je n'ai pas vu l'annonce parce que je ne l'ai pas cherchée, mais 2 personnes qui nous connaissent toutes les 2 me l'ont mentionné de la manière prudente dont les gens mentionnent des choses qu'ils pensent que vous pourriez ne pas savoir. Elle a, selon les mêmes mentions prudentes, déménagé dans une propriété plus petite plus près de sa sœur.
Elle n'a pas été aux 3 derniers événements où nous aurions pu nous croiser. Je ne sais pas si c'est délibéré. J'ai eu 6 séances avec une thérapeute nommée Dr. Patricia Luvel qui a un cabinet au 4e étage d'un immeuble que je passe sur mon trajet. Elle a 60 ans, elle est directe et n'utilise pas le mot clôture. Elle utilise des mots comme réorientation et deuil qui a sauté une étape. Elle a suggéré lors de notre 4e séance que j'ai peut-être payé les factures de ma mère non seulement par amour ou par loyauté ou même par désir d'honorer la mémoire de mon père, mais par une croyance apprise que si je maintenais tout debout, si je soutenais chaque mur, si rien ne tombait jamais, alors je serais en sécurité. Je ne l'ai pas contredite. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tort. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai payé 812 000 $ sur 7 ans pour maintenir une vie qui n'était pas la mienne. Pour une femme qui m'a frappé devant 60 personnes et m'a dit de partir. Je ne l'ai pas fait pour la gratitude. Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance. Je ne l'ai pas fait consciemment pour avoir un moyen de pression. Mais quand elle a levé la main et que ce violoncelliste a manqué une note, quand 60 personnes se sont figées et que le champagne s'est arrêté et que la fontaine a continué de couler parce que la seule raison pour laquelle elle a toujours coulé, c'était moi. Quelque chose a basculé que je n'aurais pas pu faire basculer exprès. Quelque chose en moi en a eu fini. J'ai appelé Jonathan Hay ce lundi-là et j'ai annulé 12 comptes, et j'ai eu l'impression de poser quelque chose de très lourd que j'étais si habitué à porter que j'avais cessé de remarquer le poids. Je le remarque maintenant. Mes épaules sont différentes. Cela semble probablement absurde, mais c'est la chose la plus précise que je puisse vous dire. Je me tiens différemment d'il y a 7 ans ou même d'il y a 8 mois. J'entre dans des pièces et je ne calcule pas immédiatement ce que je pourrais être amené à soutenir. La fontaine est sèche. Une fontaine sèche dit tout aux gens. Elle leur a dit ceci, que rien n'est permanent qui n'a été soutenu que par le silence d'une seule personne. Que la performance d'une vie n'est pas la même chose qu'une vie. Que la femme dans la robe de vert de mer n'a jamais eu ce qu'elle pensait avoir, parce que ce qu'elle avait, c'était une fille qui avait tranquillement décidé de le lui donner. Et cette fille, un chaud après-midi de juin, a tranquillement décidé d'arrêter. Je n'ai pas eu besoin de la détruire. J'ai juste eu besoin de poser le classeur sur la table. La vérité a fait le reste. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.